Pour cette édition, cette 13e édition, on a la chance d'avoir Samir Bouassoun. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Tu es fondateur de Gifty. Tu as un parcours incroyable. Vous allez voir, j'espère que son parcours va vous inspirer, que ce soit dans vos projets personnels, professionnels, si vous avez envie de lancer un side project, une start-up vous-même ou que vous avez déjà commencé. Prenez des notes, mettez des commentaires dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ça va être une session assez dense. Merci pour l'introduction. Je suis vraiment hyper content d'être là parce que Allegria représente quand même une partie de la communauté no-code en France et le no-code, on va en parler. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose auquel je crois beaucoup d'un point de vue personnel et professionnel. Et bien sûr, c'est aussi quelque chose qui m'a permis d'entreprendre facilement. On va en parler. Donc, je suis très content de pouvoir apporter un petit peu de lumière sur qu'est-ce qu'on est capable de faire avec le no-code et surtout appliqué à l'entrepreneuriat. Donc, on va pas mal en parler. Allez-y, posez toutes vos questions. Ne vous inquiétez pas, j'adore ça. Je répondrai en toute transparence. Et globalement, pour démarrer, je vais parler peut-être un petit peu de moi. Je pense que c'est important. Je m'appelle Samir, j'ai aujourd'hui 30 ans, depuis pas très longtemps. J'ai une petite fille et en gros, dans ma vie, j'ai vécu un peu partout. Quand j'étais jeune, j'étais fils d'expatriés. J'ai vécu dans 7 pays jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis venu étudier en France, j'ai fait prépa, école de commerce, je suis spécialisé en finance. Je parle 4 langues. Et ensuite, j'ai travaillé avec des entrepreneurs à succès qui avaient plus de la cinquantaine, on va dire, et ils ont monté plusieurs structures, que ce soit des structures d'accompagnement de dirigeants, des structures d'investissement et autres. Donc, je faisais beaucoup de choses là-bas parce que ça fait longtemps que je veux entreprendre, mais je voulais un maximum d'expérience et de comprendre un petit peu différents modèles, différents business avant de me lancer. Et ensuite, au bout de 3 ans et demi chez eux, j'ai décidé de me lancer. Et quand on s'est lancé, on n'avait pas d'idée, entre guillemets. Donc, il faut forcément démarrer vraiment avec une idée. Et avec un de mes associés, on est copains, parce qu'aujourd'hui, on est 3 cofondateurs. Avec un de mes associés qui était un ami d'école de commerce, il s'appelle Marwan. On avait, à un moment donné, monté un projet un peu pour nous. C'était de trouver une manière ou des manières de trouver des idées. Parce que on se disait, avant de commencer, il faut une idée. Comment on peut trouver des moyens pour avoir une idée? Parce que globalement, dans l'entrepreneuriat, on va avoir le début, c'est l'idée. Ensuite, il y a toute l'exécution. C'est quand même le cœur du sujet. Et après, il y a l'après, que ce soit voilà, passer la main, faire un exit ou autre. Donc, il y a beaucoup d'informations qui existent, documentation, de sites internet ou d'accompagnement sur globalement l'exécution. On a déjà des clients, qu'on a déjà une idée. Mais il y a très peu de choses pour démarrer, qui est démarrer avec une idée. Et nous, on n'est pas trop type d'entrepreneur à être dans la douche et sous la douche et se dire ah, c'est bon, j'ai une super idée, je vais y aller. Nous, on pense que l'entrepreneuriat, ça se travaille et on a un entrepreneuriat qui est assez académique. Entre guillemets, c'est un peu le profil d'entrepreneur qu'on est. Et donc, on a un petit peu processé le truc. Donc, globalement, on a créé des frameworks pour avoir des idées. Donc, c'est pas forcément l'objectif d'avoir des bonnes idées ou mauvaises. Hein. C'est vraiment pousser la créativité, parce que c'est très compliqué sur une page blanche. Si je vous donne tous une page blanche aujourd'hui et je vous demande pendant 3 heures de chercher des idées, c'est vraiment un exercice qui est pas facile. Et donc, avec des ateliers qu'on a créés, c'est plus facile, entre guillemets, de sortir au bout de 3 heures, 4 heures d'atelier avec 20, 30, 50 idées. Donc, on a décidé de se lancer à un moment donné et on s'est dit, bon, très bien, maintenant il nous faut des idées. On a mis en place, on a utilisé nos frameworks. On est sorti avec une 50aine d'idées qu'on a filtrées.
on a gardé 3. On les a filtrés sur des choses, on va dire, plus quantitatives, la taille de marché, les barrières à l'entrée, des éléments comme ça, mais également des choses plus subjectives. C'est est-ce que nous, on croit vraiment dans cette idée? Est-ce qu'on se voit travailler sur ce projet-là pendant 5, 10 ans? Parce que c'est un vrai marathon, l'entrepreneuriat. C'est pas quelque chose que, enfin, c'est entre guillemets un sacrifice. Faut beaucoup donner parce qu'on a des hauts et des bas, ça, tout le monde le dit. Mais c'est hyper important d'avoir cette notion quand vous voulez vous lancer. C'est vraiment d'être prêt à y aller pendant pas mal d'années. Et donc, on a gardé 3 idées. Et sur ces 3 idées, on s'est dit, bon, bah, comment on choisit parmi ces 3 qui étaient totalement différentes. Et on a utilisé une méthode qui s'appelle la méthode Job to be done. Je ne sais pas si j'aurai le temps de beaucoup en parler aujourd'hui, mais n'hésitez pas à regarder ou me poser des questions si ça vous intéresse. Qui nous a permis d'étudier les différents marchés en interviewant beaucoup de professionnels et en leur posant pas mal de questions pour savoir s'il y avait un besoin, si ce besoin était important et s'ils étaient satisfaits ou pas. Et globalement, sur chacun de ces marchés, on a eu un graphique avec le degré d'importance par besoin et le degré de satisfaction. Donc forcément, l'idée où il y avait le plus de besoins importants et insatisfaits, bah, c'est là où on s'est lancé. Et c'est ce qui a fait qu'on a créé Gifty. Le projet Gifty, c'est en fait, nous, on est là pour renforcer le lien humain et on simplifie, on automatise l'envoi d'objets physiques pour les équipes commerciales et marketing. Ça se traduit comment? C'est globalement, on va avoir une équipe commerciale qui est dans un salon professionnel. Euh, Ils vont voir plein de prospects. Et globalement, aujourd'hui, on envoie des emails, on appelle les gens. Mais c'est très compliqué de faire la différence parce qu'on est dans de la surdigitalisation, donc c'est très difficile de créer de l'impact, d'attirer l'attention des gens. Et nous, avec Gifty, on répond à ces problèmes en simplifiant l'envoi de lettres, par exemple, pour relancer ses prospects. On va pouvoir aussi, après un webinaire, automatiser l'envoi d'un livre blanc, ou on va pouvoir également automatiser l'envoi d'un welcome pack pour les collaborateurs, et on s'occupe de tout. Ça, c'est globalement ce qu'on fait chez Gifty. Et donc, on veut vraiment se positionner comme la réinvention d'un canal de communication qui est le physique et de l'ultra simplifié pour vraiment permettre aux entreprises de pallier aux problématiques qu'elles ont, qui est la vente à distance, comment ils arrivent à créer de l'émotion, comment ils arrivent à créer du lien et comment ils arrivent à créer de l'impact. Alors qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'emails, on reçoit beaucoup de messages LinkedIn, on reçoit beaucoup d'appels. Donc, c'est très compliqué d'atteindre des décideurs. Voilà, d'où l'idée Gifty. Et Gifty, aujourd'hui, a été enfin, où est-ce qu'on en est? Peut-être pour vous dire aussi, on a lancé la première version de la plateforme en décembre 2021. C'était vraiment un MVP. Et en septembre 2022, on a lancé l'offre par abonnement avec la capacité de faire du sur-mesure pour nos clients, avec toute l'automatisation, etc. Et ça a été fait 100% en no-code ou low-code. Je pourrais vous parler de la stack outil qu'on utilise aujourd'hui. Et maintenant, après un peu plus d'un an de, de vente de ce produit en abonnement, on est très fiers d'avoir des très beaux clients. On compte parmi ceux qui sont connus, on va dire, le groupe Crédit Agricole, la maison Hermès, Zadig et Voltaire. On va avoir aussi, on travaille avec MMA, on travaille avec Deloitte également, pas mal de belles entreprises qui sont très, très contentes de travailler avec nous, et tout ça avec une plateforme no-code. Donc, pour vous parler un petit peu avant de parler plus en détail du no-code, peut-être parler de l'entrepreneuriat. C'est des choses qui peuvent vous intéresser. Je pense que déjà, il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat. On peut démarrer là-dessus. Il y a l'entrepreneuriat freelance, on va dire, le fait d'être indépendant. C'est une première forme d'entrepreneuriat. Ça va être aussi l'entrepreneuriat d'une entreprise plus traditionnelle,
par exemple, monter une agence immobilière. Donc, c'est un marché qui est très mature, les gens comprennent. Voilà, c'est là où il faut mieux exécuter que les autres pour faire la différence. Et après, il y a l'entrepreneuriat plus dans l'innovation, donc, qui a plein d'aspects positifs, mais plein d'aspects négatifs aussi. C'est qu'on est sur des marchés, entre guillemets, naissants. Faut réussir à convaincre, faut se faire connaître et parfois, faut tout créer de zéro. Donc c'est pas juste une question de mieux exécuter les autres, c'est qu'est-ce qu'on va exécuter et comment, sachant on n'a pas «d'exemple» entre guillemets pour savoir, quel business model faire, comment créer un pricing, c'est quoi qu'est-ce que les clients veulent, et cetera, et cetera. Donc heu, toutes ces formes d'entrepreneuriat, il y a pas de elles sont bonnes ou mauvaises en fonction de ce que vous souhaitez faire, évidemment. Et il y a des choses aussi qui peuvent se cumuler. Vous pouvez très bien, vous lancer, en freelance dans un domaine, et à partir d'un certain moment, trouver des pains, des problématiques et de vouloir monter derrière un projet, un peu plus gros, pour répondre à un besoin que vous avez vu, auprès de vos clients, auprès du marché et autres. Je pense que ce qui est vraiment très important quand on veut se lancer, c'est que je vais casser, on va dire, un mythe, de l'idée. C'est évidemment, il faut une idée, mais après, il faut parler de son idée. Beaucoup de gens pensent qu'il faut la garder, heu, bien secrète, mais en fait, dès le moment où on est prêt, on veut développer un projet, c'est hyper important de parler d'une idée parce que cette idée, elle évolue, elle change et elle va vous aider en parlant à mûrir le projet et vraiment, vraiment vous lancer. Et en plus, ben, beaucoup de choses se font par réseau, donc si on parle pas de notre idée, on peut pas profiter d'un réseau potentiel et donc le truc va pas trop se développer globalement. Évidemment, si vous avez une idée et vous êtes pas prêt à vous lancer, ouais, pas besoin d'en parler justement, mais si vous êtes prêt à vous lancer, à un moment donné, parlez-en parce que franchement, heu, avant qu'une personne vous pique l'idée, soit prête au moment T de se lancer, de tout lâcher et de développer un projet et pour développer le vôtre, c'est voilà, il y a peu de chances en tout cas que ça arrive, on va dire. Et dans tous les cas, généralement, si vous avez une idée, il y a quelqu'un sur terre qui l'a aussi. C'est presque certain. La différence, c'est que vous allez vous lancer, déjà d'une part et l'autre, c'est que, vous allez potentiellement mieux exécuter ou exécuter différemment, que cette personne parce qu'encore une fois, une idée, ça évolue, ça grandit, et on démarre pas enfin Gifty au démarrage, c'est pas du tout le Gifty qu'on a aujourd'hui et je pense que dans quelques années, ça changera encore. Hem, donc voilà un petit aparté sur ce mythe un petit peu de l'idée, qu'il faut en parler ou pas. Je suis vraiment hyper convaincu qu'il faut le faire. Hem Et après, il y a une autre chose, c'est vraiment d'être prêt, à se lancer. C'est-à-dire que, faut pas avoir peur. Il faut que les planètes soient à peu près alignées. Heu, le contexte, familial ou, couple, faut voilà, le couple soit à peu près prêt parce que, ben, c'est quand même un risque. Potentiellement, vous n'allez pas vous payer pendant un moment ou peu. Donc ça fait moins de vacances, ça fait, moins de déménagements, moins de restaurants et cetera. Donc c'est quand même vraiment important que tout le monde soit OK pour partir sur cette aventure. Parce que ça peut être problématique, honnêtement, par l'après. Parce que quand il y a des coups durs, il faut y aller pendant 6 mois, et pas voir beaucoup de gens, même les amis. Si vous êtes ambitieux et vous voulez vraiment pas lâcher le truc, c'est important que vous ayez un contexte personnel qui soit prêt à accepter, votre ambition professionnelle. Je pense que ça, c'est vraiment clé et je sais pas si c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais si vos amis comprennent pas pourquoi vous faites autant d'efforts, pourquoi à des moments vous les voyez moins, franchement, c'est quelque chose qui est pas évident à gérer. Si vous n'êtes pas préparé à ça et je pense que si vous voulez vous entreprendre, il faut se lancer. Mais vraiment, à un moment donné, c'est y aller
commencer à développer un projet, commencer à tester, commencer à faire un site internet, commencer à y aller. Et vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses pour commencer à créer une traction, voir s'il y a quelque chose qui fonctionne ou pas. Et c'est vraiment important d'aller là-dessus parce que monter une entreprise, c'est surtout répondre à un besoin. Parce que si vous passez 2 ans, 3 ans de votre vie à essayer de développer une entreprise sur un marché qui n'existe pas, un besoin qui n'existe pas, alors vous avez perdu 1 an, 2 ans, 3 ans de vie. Donc, il vaut mieux partir sur quelque chose qui a un besoin, parce que s'il y a un besoin et que vous arrivez bien à y répondre, globalement, vous allez monter une entreprise. Après, est-ce que vous allez monter une entreprise qui vaut 10 millions, qui vaut 100 millions ou autre? Ça, je pense que c'est pas facile à prévoir. Mais voilà, c'est à peu près ça. Et ce qui est assez difficile, je trouve, quand on monte une entreprise, c'est de tester, d'en tirer des conclusions et d'en tirer des conclusions sans biais. Ça, c'est ultra, ultra compliqué parce que on est seul, entre guillemets, ou on le fait avec des fondateurs, des cofondateurs, et on est forcément biaisé parce qu'on cherche toujours à trouver l'excuse l'exception qui confirme la règle et autres. Et donc, je pense qu'il faut être hyper rigoureux dans le test et d'essayer d'avoir le moins de biais possible. Et parfois, se faire mal là-dessus, ça apporte des vraies leçons. Et même si c'est des choses qui sont difficiles à accepter parfois, c'est vraiment utile pour l'après. Parce que quand on se ment à nous-mêmes pendant 6 mois, pendant 1 an, c'est vraiment terrible. Et se faire cette rigueur, c'est peut-être une des choses peut-être les plus compliquées, on va dire, dans l'entrepreneuriat, parce que on est complètement biaisé à chaque fois. Euh, et peut-être l'autre chose qui est peut-être aussi difficile, c'est il faut être, après je parle vraiment de mon expérience, hein, mais je pense qu'il faut être prêt, surtout dans une entreprise, on part dans l'innovation, il faut être prêt à, surtout au début, à avancer sans savoir ce qu'on va vraiment faire dans 2 semaines. Parce que comme on est dans le test et on essaie d'apprendre, bah, globalement, dans 2, 3 semaines, on ne sait pas ce qu'on va faire parce que ce qu'on fera, ça dépendra des tests qu'on a fait le jour J ou J+2. Et ça, c'est pas évident de ne pas avoir de route, de ne pas savoir où on va et du coup que ça apporte pas du stress et qu'on arrive toujours à être motivé, à se lever tôt le matin, à travailler 12 heures par jour, peut-être plus pour certains, sans savoir exactement où on va. Mais ça, je pense que c'est pas facile pour tout le monde et c'est là où c'est pour ça que c'est pas toujours fait pour tout le monde, l'entrepreneuriat, start-up, innovation et autres. Et donc c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est quel type d'entrepreneuriat vous voulez faire, qu'est-ce qui est important pour vous. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Je sais pas si Christelle, si on a évoqué au début qu'on allait répondre aux questions après. Je sais plus si c'était Euh, très clair. Ouais, on va y répondre après. Après, je vois qu'il y en a beaucoup quand même. J'en ai vu pas mal. C'est comme tu le sens. Soit on peut en poser une ou deux là maintenant, et puis après, tu peux enchaîner sur d'autres Ouais, sujets. Si tu veux, on peut faire ça. allez, go, je La prends. première question, c'était, tu es passé rapidement sur un framework que tu as mentionné. Est-ce que tu peux juste peut-être dire le nom de ce framework ou de la méthode que tu avais utilisée? Ouais, j'en ai utilisé 2 pour me lancer. La première, c'est une méthode Hadoop que Marwan et moi on a créée. Pour l'instant, on l'a pas trop divulguée parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais bon, si vous me contactez sur LinkedIn, je pourrais peut-être vous partager des choses. C'est des frameworks de bon sens et qu'on a créé. Il y en a quand même beaucoup. Euh, Là, si je rentre dedans, je suis parti pendant 1 heure. Mais globalement, c'est quelque chose qu'on a créé nous-mêmes. On a passé 6 mois avec mon associé Marwan avant de monter Gifty sur un projet annexe là-dessus. Et après, l'autre framework, par contre, lui, pour le coup, il existe vraiment. Il y a des bouquins sur le sujet. Ça s'appelle la méthode Job to be done. L'objectif de la méthode Job to be done, nous, on a vraiment exploité le truc au maximum. C'est que
En fait, il y a la méthode Lean Startup, vous avez peut-être entendu parler parce qu'elle est quand même assez connue, qui vraiment est du test and learn, où on réitère et on pivote et on pivote et on pivote en fonction des apprentissages qu'on fait. Donc ça, c'est super quand on a une idée et on veut la développer. Très bien. Mais dès le moment où on a 3 idées, par exemple, comme nous, et on doit en sélectionner une, parce que franchement, monter 3 boîtes en même temps, euh, quand on n'a pas d'argent, on est seul, je pense que c'est pas possible. Comment on fait pour en sélectionner une? En fait, la méthode Lean, si on fait cette méthode, bah, on va développer 3 entreprises. C'est ce qui va se passer. Et la méthode Job to be done, au contraire, elle va permettre d'associer une innovation à un marché et à un besoin. C'est pas pour autant qu'elles se cannibalisent, hein. Ces méthodes, elles sont pas antinomiques. Moi, je pense que la Job to be done est très bien pour démarrer, et le Lean, quand on a choisi l'idée, peut se développer en Lean. Et la Job to be done, en fait, on va essayer de comprendre le job que les gens cherchent à faire. C'est quoi le job? Peut-être parfois ils savent pas ce que c'est, souvent ils ne le savent pas. De faire beaucoup d'interviews basées sur ce job de manière qualitative, et après venir réécouter les interviews, disséquer les adjectifs, etc., pour essayer d'en sortir des choses. Et après, quand on a retiré les besoins, de faire un questionnaire quantitatif pour voir sur tous les besoins, lesquels sont les plus demandés. Et donc, on va demander aux gens de dire comment ils répondent au job aujourd'hui. Par exemple, pour Gifty, c'est peut-être Amazon, c'est peut-être la carte cadeau, c'est peut-être l'assistante qui fait des envois, c'est voilà, des choses comme ça. Et on va demander sur tous les besoins sur la relation client, comment est-ce que par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, ils trouvent que c'est un besoin qui est important, et est-ce qu'ils s'en sont satisfaits. Dès le moment où on a fait ça, on a un graphique hyper dataïfié, et on voit si c'est assez important et satisfait. Ce qui est un peu difficile sur cette méthodologie quand on monte une entreprise, c'est qu'on travaille énormément. C'est super, c'est vraiment, enfin, on a passé 3 mois, nous, à faire ça. On a interviewé 600 personnes sur 3 marchés différents. Et nos amis nous disaient, bon, vous en êtes où, les gars? Et on disait toujours, bah, on est en train d'interviewer, on est en train d'étudier le marché. Déjà, les gens, ils comprenaient pas, ils se disaient, mais ils foutent rien, ces gars-là. Mais c'était super intéressant parce que du coup, c'est un travail en amont qu'on a fait pour faire moins d'erreurs et dérisquer l'innovation après. Mais c'est assez frustrant, honnêtement, parce qu'on n'est pas vraiment dans l'action. On n'a pas développé, on n'a pas créé un site internet, on n'est pas en train de créer des AB testeurs, etc. Donc, on est un peu dans l'attente. Mais parfois, encore une fois, il faut se faire rigueur, et c'est des choses qui peuvent aider à accélérer après. Voilà pour la méthode Job to be done. Et pour peut-être vous donner un exemple, je vais essayer de la faire un petit peu vite. C'est une entreprise américaine qui faisait des condos assez haut de gamme pour les retraités. Et donc, ils avaient tout. Tout était nickel. Ils avaient énormément de prospects, mais personne n'achetait. Il y avait très, très, très peu de ventes. Et en fait, ils ont fait la méthode Job to be done. Ils ont interviewé énormément de gens et ils comprenaient toujours pas trop. Et le patron, un jour, il était à un dîner de famille autour d'une table avec toute la famille. Et la table est revenue parce que c'est quelque chose où les retraités disaient souvent. Ils parlaient de leur meuble, de leur table, etc. Et là, sur cette position, il s'est dit, mais en fait, les gens, pourquoi ils me parlent de leur table, pourquoi ils me parlent de leur meuble? C'est qu'en fait, ils ont du mal à lâcher leur vie, à lâcher leur table du salon, parce que il y a de la nostalgie, il y a de l'émotion, et donc ils veulent pas vendre leurs meubles, ils veulent pas déménager, même s'il faut qu'ils le fassent. Et donc là, il s'est dit, OK, le job, c'est quoi? C'est pas de vendre des appartements, c'est d'aider les gens à changer de vie. C'est ça le job que je dois faire. Et donc, au moment où il s'est dit ça, il a compris le job. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé un service de déménagement avec un local pour garder les meubles des gens. Il a agrandi le salon de tous les appartements et il a tout mis, tout le coût, il l'a mis dans le prix de vente, plus marge. Et suite à ça, il a explosé. Et donc, en fait, c'est là où on voit que c'est important de comprendre qu'est-ce que les gens souhaitent faire et proposer une réponse. Voilà. Donc ça, c'est la méthode Job to be done en simplifié. J'espère que l'exemple était parlant. Ah, c'était très clair. Il y a une autre question. La question, c'est un peu sur la timeline, en fait, et à quel moment, en fait, tu sais que ton projet, en fait, entre le moment où tu as ton idée, tu commences à y réfléchir, tu commences à la tester,
Comment se sont découpées un petit peu toutes ces étapes-là? Et à quel moment, en fait, combien de temps ça t'a pris peut-être entre le moment où tu as eu l'idée avec ton associé et le moment où vous vous êtes dit, bah tiens, pareil, je vais monter la structure juridique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait dès le départ ou pas? Et puis ensuite, quelle est l'étape un peu clé qui te dit, OK, ben ça y est, mon projet, je peux vraiment le lancer parce que je sais justement qu'il y a un marché, que mon offre peut-être elle est bien, tu vois? Alors, je vais donner ce que nous, on a fait. C'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. En tout cas, nous, on l'a fait d'une manière. Et après, je vais essayer de peut-être parler d'un point de vue un peu plus généraliste. Nous, globalement, moi, je suis allé voir mon boss et je lui ai dit que j'allais partir dans 6 mois. Il m'a dit: «Pourquoi faire?» Je lui ai dit: «Monter une boîte». Il m'a dit: «Quoi?» Je lui ai dit: «Je sais pas». Donc il me prenait pas trop au sérieux. Mais 6 mois après, j'étais plus là. Et donc quand avec mes 2 associés, on s'est lancé à 3 sur le projet. Nous, on a eu la chance en fait de générer du chiffre d'affaires sur notre activité, une activité de conseil, ce qui nous, mine de rien, nous permettait de générer de l'argent pour investir dans ce projet. Hem et du coup, on a essayé de trouver beaucoup d'idées. Ensuite, on a gardé 3. Donc ça, c'est la première étape, c'est déjà avoir une idée ou quelques-unes, auxquelles on croit. Et à ce moment-là, on s'est lancé. On a tout lâché, on y allait parce qu'on s'est dit: «On veut entreprendre, on a des idées qu'on aime bien. Maintenant go, on se met full time et on voit le truc». Hem, Ensuite, on a pris globalement 3 mois pour faire les études de marché et comprendre quelle idée on voulait, enfin, quel type de marché on voulait attaquer. Ensuite, ce qui était bien avec la méthode Je Kingdom, mine de rien, c'est qu'on avait tous les besoins listés par priorité. Et après, on s'est dit, bon, bah, on attaque le premier, on attaque le deuxième, on attaque le troisième, etc. Et on a essayé de trouver une solution pour répondre à tout ça. Et la première solution, évidemment, une sorte de MVP. Donc ça, bah, moi, je suis parti en mars 2021. Non, ouais, du coup, j'ai démarré en avril. On a bossé 3 mois sur la méthode Je te bidonne. Ensuite, pendant l'été, on a travaillé sur c'était quoi la solution qu'on souhaitait développer, comment. Là, c'est là où on a découvert un peu le no-code. J'y connaissais rien du tout. Et on s'est dit, bah, parfait, go, on fait du no-code. Et après, donc je crois qu'en septembre, je me suis mis à fond, c'est moi de mon côté où j'ai fait la plateforme. En novembre, on a eu notre premier client. Et en décembre, on a lancé le MVP en faisant un peu de Google Ads, etc. Et on a généré plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. On s'est dit, bon, bah, c'est cool. En plus, les gens étaient satisfaits. On s'est dit, bon, bah, il y a un truc. Et après, on s'est dit, bon, ça, c'est l'MVP. Donc, comment on passe à l'étape d'après? L'étape d'après, c'était quoi? J'ai vu des questions sur la vente. C'est de voir si on arrivait à générer des leads sur ce marché et en parallèle, développer une solution plus poussée qui répondait à un besoin plus important que le MVP, qu'on a sorti avec un modèle aussi qui est quand même intéressant pour nous en tant qu'entrepreneurs, rémunérateur, potentiellement rentable, etc. Et on a lancé cette offre en septembre 2022. Voilà globalement. Et après, bon, bah, là, on accélère et, et voilà, et on en est où on en est aujourd'hui. Sur les étapes, après, de manière générale, c'est quoi les étapes pour se lancer? Je sans trop rentrer dans le détail, je pense que ce qui est plus difficile, si vous vous lancez d'un coup et vous testez ou non, vous faites un side project, c'est comment vous coupez le cordon et comment à un moment donné vous y allez à fond. Je pense qu'il faut y aller à fond avant que ça soit trop important. Pourquoi? Parce que ça sera rarement trop important avant que vous vous mettiez à fond. Évidemment, il y a des cas, toujours des cas, le truc marche d'un coup, incroyable et cetera, mais je peux vous dire que c'est loin d'être la réalité pour tout le monde et c'est pas pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas monté une boîte de dingo. Je pense que c'est le temps, c'est la ressource, c'est tout ce que vous allez mettre, l'effort qui va faire qu'une entreprise fonctionne et donc il faut être capable de couper le cordon à un moment donné et c'est ce qui vous fera, déjà réussir sur la première partie du projet. Il y a tellement de choses. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment être capable de lâcher le salariat, de peut-être lâcher le freelance,
et de se mettre vraiment focus à fond sur le projet. Et vraiment, ça, c'est difficile parce que là, il y a un vrai risque à prendre. Mais pour le coup, si vous êtes convaincu de vouloir entreprendre, de vous lancer, bah, sincèrement, vous prenez pas beaucoup de risques. Le seul risque que vous avez, c'est bah, vous perdez 1 an, vous perdez 2 ans de travail parce que ça n'a finalement pas fonctionné. Et si vous êtes bon, si vous êtes des gens qui croyaient en vous, après vous allez trouver un boulot. Vous allez faire du conseil, et vous allez rebondir et c'est pas grave. Et peut-être que vous allez relancer une boîte après, on s'en fout. Mais c'est ça. À un moment donné, il faut sauter, se lancer. Et c'est vraiment, je pense que pour tout le monde, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc nous, on s'est lancé globalement, go, on lâche tout. On avait quand même une capacité financière, heureusement, un petit peu. Mais du coup, c'est un peu dur parce qu'on fait plein de choses à la fois et c'est pour ça qu'on travaille énormément. Mais même ça, à un moment donné, il faut couper, il faut se mettre full time, full time, full time sur le projet. Voilà, est-ce que j'ai répondu un petit peu à la question? Complètement. Ok, super. Complètement et j'espère que Sandrine, tu as la réponse à ta question. J'enchaîne parce qu'il y a une autre question. Enfin, en vrai, il y a énormément de questions. Qu'est-ce que tu penses d'avoir un coach qui t'accompagne dans la création de ton entreprise? Ouais, c'est très bien. Nous, on en a eu. On a eu des gens qui nous ont accompagnés. Euh, je pense que c'est très bien. J'ai rien à redire là-dessus. Nous, on est des entrepreneurs qui écoutons beaucoup. C'est pas toujours évident parce que il faut écouter et parfois pas. Ce choix, il est difficile à faire et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent très bien. C'est que par eux-mêmes, ils savent quand écouter ou pas. Mmh. C'est vraiment difficile, mais c'est hyper important parce qu'il y a plein de gens qui ont fait les choses. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de réinventer toute la roue. Il faut prendre ce qui existe d'un point de vue commercial, les process opérationnels, le no-code, le marketing. Il y a des choses où les gens font ça super bien. Donc, prenez à fond ce qu'ils font, adaptez-le et allez-y. Mais vraiment adaptez-le par contre. Et, euh, et le coaching, par contre, ce qui est très important, c'est de se donner des objectifs avec la personne ou les personnes et à un moment donné, couper et passer à quelqu'un d'autre. Parce que les gens ont un apport à un moment et l'apport n'est plus le même après. Et c'est pas les mêmes personnes qui peuvent vous accompagner sur les mêmes maturités d'entreprise, sur les mêmes problématiques. Et si vous avancez, normalement, euh, voilà, l'accompagnement du coach, vous le prenez en compte et vous répondez à ça. Et ensuite, vous passez à un autre coach. Après, coach, c'est un grand terme. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des experts qui viennent vous accompagner sur un sujet très précis. Ça peut être un board, ça peut être un mentor, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Et après, vous pouvez structurer un vrai board of advisors dans votre entreprise qui ne sont pas forcément des investisseurs. Ça peut être totalement décorrélé. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui suggèrent de le décorréler justement. Mais c'est un corps, pareil. On crée un board of advisors. Le truc important, c'est créer une charte. C'est quoi la durée? C'est quoi les objectifs? Pourquoi on veut ces personnes? On peut les virer, etc., etc. Ouais et je suis très d'accord avec toi sur le fait que, il faut savoir écouter et aussi prendre des décisions, éclairées et faire ses propres choix. Mm. Parce que, quand on s'entoure, quand on monte une boîte, on va forcément poser des questions à plein de gens, être accompagné par plein de personnes différentes, des coachs, des mentors, des gens qui ont vécu les mêmes expériences, mais qui vont tous, avoir leur propre expérience, leur propre vécu et c'est vraiment, différent pour chaque personne. Et il y a une personne qui va dire, OK, il faut lever, l'autre Mm. qui va dire, il faut tout faire sur fonds propres. Mais en fait, ça dépend. C'est intéressant parce que cette personne va décrire son expérience, mais c'est très important de prendre tout ça et de le mettre à notre niveau, à notre vécu, à ce qu'on sait faire, à ce qu'on ne sait pas faire, et à prendre ses propres décisions là-dessus. Ouais, je pense que ces décisions, elles doivent être propres à vous, par rapport à votre personnalité, par rapport à ce que vous êtes à l'aise, parce que c'est là où vous allez performer. Vous n'avez pas besoin de monter une entreprise qui vaut 100 millions ou 1 milliard. Euh, enfin, aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de médias qui basent le succès sur des levées de fonds, mais on ne parle pas beaucoup des levées de fonds où les entreprises ensuite ne fonctionnent pas. Euh,
Et on ne parle pas non plus beaucoup des entreprises qui fonctionnent sans lever, parce que c'est pas médiatisé entre guillemets. Du coup, c'est assez difficile parfois en tant qu'entrepreneur de ne pas se comparer, on se compare toujours, et de dire ah ouais, mais eux, vous vous rendez compte en 2 ans où est-ce qu'ils sont, etc. Tu sais pas si son modèle il est rentable, tu sais pas s'il dort la nuit parce que s'il a plus de cash demain, sa boîte s'écroule. Tu sais pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et c'est quelque chose qu'il faut faire pour soi. Moi, monter une boîte qui est pas rentable, et aller sur la course à la levée uniquement, mais vraiment sur une entreprise qui fait pas de marge brute quoi, plus je vends, plus je perds, c'est compliqué. Heu, c'est compliqué pour moi. C'est pas je suis pas contre la levée ou quoi que ce soit, c'est plus cette réflexion-là. Il y a plein d'entrepreneurs qui l'ont fait et il y en a plein qui ont réussi. Mais moi, me lever le matin, avoir une entreprise comme ça, c'est très difficile, donc je ne performerai pas et donc c'est peut-être pas le modèle, qu'il faut développer. Voilà. Mmh. Ouais, donc il faut vraiment s'écouter, savoir, qui on est, ses valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de faire et surtout, Mmh. kiffer en fait au quotidien, et vivre pour la course, pour l'aventure, et non pour obtenir un résultat, peut-être qui arrivera ou qui n'arrivera pas, mais voilà, il faut Ouais, se satisfaire du quotidien aussi. ouais, il faut se satisfaire du quotidien et parfois c'est vraiment pas facile de se satisfaire au quotidien, surtout sur les débuts parce qu'on a plus de problèmes, à résoudre, que Mmh. voilà. Mais il faut l'avoir en tête, c'est un moment à passer, Mmh. surtout au début, c'est beaucoup d'opérationnel. L'opérationnel, ça prend du temps, voilà et on n'a pas de gens, donc c'est comme ça. C'est comme ça pour les heureusement qu'il y a le no-code pour nous aider quand même. Mmh. Il y a une question, sur, justement comment tu as fait au début, d'un point de vue financier? Est-ce que tu as bootstrappé? Mmh. Si tu peux donner des montants, combien? Et après même sur le point de vue financier, j'irai même plus loin, à partir de quand vous, les fondateurs, vous avez pu vous payer? Est-ce que c'est un objectif, de le faire rapidement ou pas? Mmh. Si tu pouvais donner un peu des conseils là-dessus? Ouais. Ma 1er conseil, et je pense que c'est le conseil que tout le monde donne, c'est la Pôle emploi. Même si là, bon, ils sont en train de réformer un peu. Donc après, je sais qu'en fonction de l'âge, d'expérience, on peut quand même, toucher le chômage comme il faut et autres. Mais ça va dépendre un petit peu de votre situation. Mais le chômage, franchement, c'est top. Mine de rien, ça rapporte de l'argent tous les mois. Après, dépendant de vos salaires historiques, ça va être plus ou moins élevé. Mais c'est quand Pôle même emploi c'est quand même d'ailleurs super. qui va s'appeler France Travail en 2024. Ouais, Ça a changé de nom. exactement. Donc ça, c'est première chose, hein, c'est quand même de réussir à trouver un moyen d'avoir, touché le chômage. Hem et ensuite, nous, on a bootstrap. De notre côté, on a bootstrap pour plein de raisons. C'est déjà au début, lever des fonds sur, 3 projets, c'est pas possible. OK. Donc voilà, et ensuite même le projet, l'idée, on savait pas encore où aller, comment, est-ce qu'il y avait un vrai marché? Parce que, OK, on a parlé à plein de gens, mais est-ce que ça allait avoir de l'attraction? Ensuite, on a continué à se poser pas mal de questions, et à continuer à avancer. Donc on a bootstrap et là, il y a un objectif de d'accélérer, donc de se financer davantage et après, ben, là, il y a plein d'options. Il y a des options, enfin, il y a des options de levée de fonds, il y a des options bancaires, il y a des prêts d'honneur, il y a plein d'éléments et il faut aussi voir un petit peu les besoins qu'on peut avoir. Le problème de la levée de fonds, généralement, c'est trop bien parce que ça nous permet d'avoir de l'argent et d'accélérer. Mais en même temps, quand on lève des fonds, en fonction du montant et en fonction des KPIs qu'on a, forcément nos KPIs au début sont faibles. Si on rajoute 6 mois de temps, si on rajoute 1 an de temps, bah, nos KPIs vont être bien plus élevés. Donc on va pouvoir lever sur une plus grosse valorisation. Donc c'est un peu aussi ce jeu-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a beaucoup qui vont dire, tu lèves un maximum, et au début, il faut prendre tout ce que tu as. Mais bon, le marché aussi, il change. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de lever. Heu donc ça encore, ça dépend beaucoup de vous, de votre personnalité, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire? Et il y a aussi le fait en fonction de votre entreprise, est-ce que vous avez aujourd'hui le savoir-faire pour pouvoir bien dépenser 10 millions d'euros ou vous n'y êtes pas encore et vous avez besoin de 100 000, 500 000 pour pouvoir encore processer, encore comprendre c'est quoi votre ICP, Ideal Customer Profile, à qui vous parlez, comment vous vendez, est-ce que votre pricing, vous en êtes satisfait avant de pouvoir lever et accélérer. Mais après,
pouvez très bien lever, vous diluez beaucoup. Si vous croyez que le part du gâteau va être plus élevé derrière, allez-y. Après, il y en a aussi qui ont besoin un peu plus se payer parce que, voilà, pour des raisons personnelles, bah, il y a un coût du capital, vous êtes prêt à le payer, allez-y aussi. C'est encore une fois, ça dépend de chacun. Mais la partie, le bootstrapping, c'est quand même pas mal parce que vraiment, ça nous force à monter une boîte qui est potentiellement saine. Mais c'est quand même difficile, quoi. C'est quand même difficile parce qu'on n'a pas les moyens, il faut toujours réfléchir, il faut toujours se défoncer et on n'a jamais, on n'arrive jamais à répondre aux exigences qu'on a. Et c'est assez difficile pour des gens qui peuvent être un peu perfectionnistes, etc. On peut l'être parfois. Et donc, une de nos valeurs chez Gifty, c'est done is better than perfect. C'est une des valeurs les plus difficiles à mettre en place, mais c'est important parce que on parle beaucoup de l'inaction tue et c'est un truc de dingue comment c'est vrai. C'est un truc de dingue. Parce que si on rate, on peut changer, on peut pivoter, mais si on attend, on fait rien, on n'apprend rien et on n'avance pas comme il faut. Et quand on avance sur un marché qu'on ne connaît pas, ben, il faut essayer de faire tourner le moulin, quoi. Voilà. On a exactement la même devise chez Allegria. Ok. C'est complètement d'accord. Est-ce que, Adama, je prendrai ta question juste après parce qu'en fait, il y a une autre question sur le coaching. Ok. Justement, Sandrine qui dit qu'on n'a pas forcément les moyens au début, bah, forcément de se payer un coach ou des C'est experts pour clair. nous accompagner. C'est quoi tes recommandations justement pour bien t'entourer? Est-ce que tu conseilles, je sais pas, de rejoindre des groupes par exemple, d'entrepreneurs ou ce genre de choses? Bah, il y a un truc assez simple, c'est tout l'écosystème de startup qui existe maintenant en France. Mine de rien, ça a pris un certain temps à être développé. Et aujourd'hui, il existe et les entrepreneurs quand même sont vachement dans l'entraide. C'est vraiment cool. Il y a l'incubation. Donc l'incubation, c'est le projet quand il est dans l'idée. Donc il y a pas mal de groupes d'incubateurs hein, qui sont là, qui existent, qui sont parfois sous la ville de Paris, en tout cas en collaboration avec la ville de Paris, certains non. Donc allez-y, postulez. Je pense que c'est clé. Allez si vous avez une spécialisation fintech, medtech ou autre, essayez d'aller dans des incubateurs qui sont spécialisés évidemment, puisque ils ont les experts, ils ont le réseau, ils ont des entreprises qui sont du même secteur et donc vous pouvez mieux échanger. Et après, il y a les étapes d'accélération. Donc ça veut dire quand vous avez déjà un produit, quand vous avez déjà des clients, parce que c'est d'autres besoins, c'est une autre réflexion. Et donc, il y a aussi des accélérateurs. Et après, il y a des groupes. Il y a des groupes, que ce soit, enfin, différents types de groupes. Il y a tout ce qui est groupe French Tech, France Digital, qui coûte peu cher. Je crois que French Tech Île-de-France, c'est 100 € l'adhésion. France Digital, je me souviens plus, mais c'est en fonction du chiffre d'affaires. Donc, l'objectif, c'est quand même qu'on y rentre. Et après, il y a les réseaux qui présentent entreprendre, Wilco, les programmes. Et après, au-delà de ça, il y a aussi des fonds family office qui ont des sujets d'accompagnement forts. Et donc, ils ont des modèles de prise de participation plus importantes sur les débuts parce qu'ils proposent un vrai accompagnement. On peut penser à 50 Partners, qui est quand même très, très connu, et qui propose un vrai accompagnement d'entrepreneurs en plus. C'est pas des consultants, il y a des vrais entrepreneurs qui font partie du groupement. Et il y en a d'autres. Donc voilà, il y a plein de formes et après, il y a aussi des gens que vous allez réussir à passionner sur une idée et vous allez réussir à les onboarder dans votre projet. Après, il faut être respectueux, comme tout. Quand vous demandez de l'aide, vous processez le truc, vous passez 3 heures avec des questions, vous faites une présentation, vous cadrez le truc et derrière, vous essayez d'exploiter au maximum les 3 heures que vous avez avec cette personne. Mais il y a plein de gens c'est difficile à trouver, hein, mais il y a plein de gens qui sont prêts à passer un petit peu de temps pour aider parce que voilà, il y a des gens sympas. Voilà. Et Sandrine, il y a aussi un groupement, c'est un accélérateur, et c'est un groupe d'entrepreneurs dédié aux femmes qui s'appelle Sista.
dans lequel si c'est ton envie que tu es à ce stade-là de projet, en fait, tu peux postuler. Il y a 2 promos par an. Et moi, par exemple, quand j'ai lancé Allegria initialement, j'ai postulé à ce groupement. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée parce que on avait notamment des événements où on était regroupés, où on pouvait, entre nous, entre femmes entrepreneurs, on pouvait se poser des questions. Et du coup, en fonction de l'avancée de certaines femmes, par exemple sur la stratégie de recrutement, sur les premières étapes de structuration de la boîte, et il y avait aussi des retours d'expérience d'autres femmes. Donc, c'est aussi un truc que tu peux regarder. Alors, je vous partage La Boussole. C'est une association qui structure l'écosystème de l'accompagnement en France. Donc, il y a pas mal d'incubateurs, d'accélérateurs, de clubs et autres. Je ne sais pas s'ils y sont tous, mais ça permet déjà d'avoir une base de données quelque part assez sérieuse sur le sujet. Ouais, ça c'est vraiment top comme ressource. Mm. Une autre question pour toi. Il y a beaucoup de questions. Il est 18h54, donc on va voir si c'est la dernière ou pas. Il y a une question, c'est plutôt sur tes tips pour atteindre justement les décideurs et les personnes qui vont acheter ta solution, ce que tu proposes. Quels sont les canaux d'acquisition, la méthode que tu recommandes? Qu'est-ce qui a pu marcher, par exemple, pour toi, dans ton cas? Notamment dans le contexte où il y a beaucoup de cold call, de call email. Comment on fait, en fait, pour attirer finalement et pour présenter son offre et trouver des clients? Déjà, on utilise Gifty. Mais en dehors de ça, enfin, évidemment, je pense que sincèrement, après, bon, nous, on cible des entreprises un petit peu plus matures par rapport au budget. Mais le physique, c'est quelque chose qui fonctionne vachement bien. Après, il faut bien cibler, etc. Mais ça permettrait la différence d'atteindre des décideurs, de se faire connaître et autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça varie beaucoup en termes, par rapport au marché, par rapport à ce que vous souhaitez faire pour votre entreprise. Si vous attaquez des marchés matures et vous proposez des solutions moins chères, meilleures, voilà. Bah là, vous pouvez trouver des canaux plus classiques, parce qu'il y a beaucoup de recherches. Donc, par exemple, Google Ads, ça peut être une très bonne solution pour vous et rapide, entre guillemets, et ça peut potentiellement vous apporter des retours. Heu, Évidemment, Google Ads, l'objectif, hein, c'est d'avoir des retours court-termistes. Euh, mais il faut des recherches, des requêtes. C'est forcément dans des marchés matures. Euh, il y a, il y a aussi, euh, si vous êtes sur des marchés moins matures, mais le problème, c'est que bon, LinkedIn, ça coûte cher. Mais LinkedIn peut être intéressant sur certaines cibles parce que vous allez pusher une information aux personnes. Donc voilà, on est sûr, en fonction de votre marché, des outils qui peuvent être différents. Bon, ça coûte de l'argent. Et du coup, je vais mettre un petit peu de côté. Chose qui coûte moins d'argent. Qui coûte moins d'argent, ça va être la réalisation d'événements avec des speakers. En fait, aujourd'hui, on cherche tous à apprendre, à avoir des conseils professionnels. On cherche du contenu. Et donc, il faut trouver une manière de proposer du contenu de qualité. Et quel contenu les gens vos prospects, vos cibles vont vouloir lire pour que vous commenciez à créer de la notoriété, avoir des contacts et pouvoir discuter avec eux. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Du contenu, ça va être création d'articles, euh, rédaction de livres blancs. Ça peut être des choses peut-être un petit peu plus simples, créer des webinaires en partenariat avec des entreprises qui sont une notoriété un peu plus importante que vous pouvez profiter. Et elles ont souvent l'intérêt parce que voilà, elles proposent aussi, grâce à vous, du nouveau contenu pour leur communauté. Ça va être aussi de faire des événements physiques en présentiel. Et là, il faut trouver des speakers intéressants. Et ça, c'est du réseau. Il faut travailler le réseau à fond. Et ça, c'est vraiment du qualitatif pour le coup. Donc, c'est plutôt pour les entreprises qui vont avoir des paniers moyens plus importants. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous, on a fait quand même pas mal de salons.
mais ça coûte de l'argent aussi. Les salons, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? En fait, si vous avez des paniers moyens élevés, les salons, c'est très bien parce qu'avec un client, vous arrivez à convertir le salon. Donc, ça vous arrive à récolter quand même pas mal de leads que vous pourrez convertir plus tard. Mais si vous avez des paniers moyens plus bas, honnêtement, sur les paniers moyens plus bas, il faut, par exemple, si vous êtes à la mailing list, vous voulez monter quelque chose sur environ 50 € en moyenne par mois par utilisateur. Là, ça va être plutôt du marketing, du growth. Et à ce niveau-là, il faut travailler sur des communautés. C'est comme ça que les listes, ils ont explosé globalement et plein d'autres entreprises. C'est réussir à créer une communauté très forte qui parle de vous. Le bouche à oreille, ça fonctionne de feu de Dieu, le referral, tous ces éléments-là. Et souvent, on le sous-estime parce qu'on part sur des choses plus classiques, on va dire, alors que sincèrement, il n'y a rien de mieux que des gens qui parlent de vous, qui vous conseillent. Parce qu'encore une fois, c'est la relation qui fait toute la différence dans le business. Et ça crée une relation, une légitimité dans un secteur. Bah, le fait que les gens parlent de vous en bien, bah, ça change tout. Ça change tout. Donc, si vous avez créé des communautés, vous avez tout pété. Mais c'est difficile parce que la communauté, comme le contenu, c'est des choses qui prennent du temps. Et après, bah, il y a le fait de prendre son téléphone, y aller, quoi. Et ça, c'est cool parce que pouvez avoir un retour sur investissement rapide. Mais faut avoir la personnalité de se taper des listes de numéros et appeler, se prendre des bâches. Mais sincèrement, vous appelez 80 personnes dans la journée, vous arrivez à en avoir 30 au téléphone. Sur les 30, vous arrivez à avoir 10 rendez-vous. Rien, en une journée, vous avez pris beaucoup de baffes. Mais 10 rendez-vous, c'est excellent. Voilà, mais il faut être prêt à faire ça. Donc, en gros, c'est comment vous arrivez à gérer vos stratégies court-termistes avec beaucoup d'efforts ou de l'argent. Et en même temps, comment vous arrivez à créer un plan pour générer des leads sur des communautés, sur du contenu, sur des choses qui, à terme, va faire que votre entreprise a du succès parce que vous allez créer comme on appelle le funnel marketing. Voilà. Donc, soit vous arrivez à convertir directement sur votre site parce que vous êtes un low touch product, vous êtes product led avec des coûts plus faibles en panier moyen, soit vous êtes sur du high touch avec un besoin commercial important. Chez Gifty, c'est plus le cas. Et beaucoup d'entreprises au début, c'est le cas puisqu'on est sur du test and learn, du MVP. Et là, pour le coup, ça va être comment vous arrivez à générer beaucoup de leads, à faire parler de vous. Et à un moment donné, vous avez quelque chose qui apparaît chez votre prospect et il dit, mais c'est vrai que je pourrais faire quelque chose avec eux maintenant. Et voilà, avoir un rendez-vous, etc., etc. Merci Samir. Avec plaisir. Il est 19h, tout Ouais. pile, donc on va s'arrêter là. Et c'était la dernière Ok. question en plus. Donc, Ok. si on avait eu plus de temps, moi, je t'aurais posé 1000 autres questions parce que vraiment, c'est un sujet hyper, hyper passionnant. Il y a énormément de choses à traiter. 1 heure, c'est très court pour pouvoir réussir à aborder tous les sujets. Et en plus de ça, on n'a même pas eu le temps d'aborder la stack technique que tu as utilisée. Si vous voulez, je peux en parler 5 Ouais, minutes max. vas-y. Je peux, parce que bon, ça serait quand même dommage. Nous, notre stack technique, on utilise Bubble.io pour la plateforme. On utilise Xano pour la partie base de données. On a pas mal de workflow make pour plein de choses, que ce soit pour se connecter avec des plateformes externes, pour des process, nous, en interne, pour se connecter à notre HubSpot, pour se connecter à notre ClickUp, pour se connecter à pas mal de choses. Et on utilise Webflow pour la partie site vitrine, parce que Webflow est un peu plus sympa en termes d'animation et des choses comme ça. Donc, on utilise Webflow. Ça, c'est globalement 99% de notre stack, on va dire, technique aujourd'hui. Et peut-être il y a une dernière question rapide. Est-ce que depuis Mhm. l'avènement de l'IA, le fait que maintenant on parle beaucoup d'IA, tu as inclus l'IA soit dans tes outils internes, tes process internes, ou bien sur ce que tu produis? Alors, pour l'IA, nous, on l'utilise, mais pas encore en termes de process. On l'utilise beaucoup pour nous aider au quotidien. Je veux dire, je peux avoir des questions de sécurité assez poussées. Je peux avoir
des questions, enfin même sur la création de contenu, ces éléments-là, ça peut vraiment faire gagner du temps. Pas mal d'aspects qui sont super intéressants là-dessus, mais c'est plus pour aider, pour confronter, pour discuter limite avec un robot, entre guillemets, mais après on travaille dessus, pour faire des guides, des documents, voilà, c'est vraiment génial. Après, ce qui est d'utiliser l'IA générative pour vraiment notre plateforme, pour d'autres choses, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à là, mais ça ne serait tardé. Parce que, enfin, je pense que c'est une vraie erreur de ne pas utiliser tous ces outils aujourd'hui. Enfin, honnêtement, quand on voit des entreprises comme Tesla, les valorisations qu'ils peuvent avoir, c'est pas juste la taille de marché, c'est pas ça qu'on valorise globalement. On valorise leur capacité d'innovation et qu'ils arrivent à innover plus vite que leurs concurrents et donc un jour les dépasser forcément, parce que les autres ils vont mourir. Donc la capacité d'un entrepreneur ou d'une entreprise à prendre les innovations du marché et à les mettre en interne ou dans leurs produits, c'est ce qui va faire la différence sur le long terme, je pense, notamment en partie, parce qu'on arrive à garder une longueur d'avance, que ce soit en utilisation des ressources opérationnelles, que ce soit en augmentation de la valeur d'un produit, et donc, ou en optimisant les budgets. Et c'est vraiment, c'est dommage de ne pas utiliser ces outils d'une manière ou d'une autre, parce que ils ont forcément un intérêt pour tout type de business, je pense. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup à toi. On restera sur cette note-là. Pour tous les participants, donc il y aura un replay si jamais vous voulez revenir à certaines notions du coup, que tu as utilisées, Samir, ou des frameworks ou des ressources dont tu as parlé. Et si vous avez d'autres questions supplémentaires, n'hésitez pas à venir sur le Discord, les poser. Ok, bah c'était avec plaisir. J'espère vraiment que vous en tirez pas mal de choses. Parce que ben, je ne pas forcément bien parler de moi, je préfère que ça soit utile. Donc, j'espère que les thématiques abordées étaient bien et que les réponses vraiment étaient actionnables. C'est toujours difficile sans savoir ce que vous faites, etc., et proposer des choses actionnables et pas parler de manière trop généraliste. Voilà, j'espère avoir aidé certaines personnes et n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur LinkedIn, à m'ajouter sur votre réseau. J'essaierai de vous répondre comme je peux et qu'on se suive si jamais vous montez un projet. C'est clair. Et ben, merci à toi, Samir, merci Alicia et merci à tous les participants. Passez une bonne soirée. Génial. Bonne soirée. Au revoir.